L'Iran a suspendu toutes les négociations avec les États-Unis, officiellement, publiquement. L'équipe iranienne a arrêté d'échanger des textes avec les médiateurs. Raison invoquée, les frappes israéliennes continuent au Liban et Washington en est tenu directement responsable. Dans la même heure, Trump a posté sur Truth Social qu'il avait eu un appel très productif avec Netanyahou, que les troupes ne marcheraient pas sur Beyrouth, qu'il avait même parlé via des intermédiaires avec des représentants du Hezbollah et que tout allait bien. Dans la même heure, Netanyahou publiait un communiqué disant que l'armée israélienne continuerait ses opérations dans le sud du Liban comme prévu. 3 déclarations, 3 réalités incompatibles, publiées dans la même fenêtre de 60 minutes. Et c'est ça la vraie guerre aujourd'hui, pas celle des missiles, celle des récits contradictoires qui s'effondrent les uns sur les autres pendant que le détroit d'Ormuz reste fermé depuis 3 mois et que les prix du carburant continuent de dévaster les économies du monde entier. Bienvenue sur le jeu des empires. Installez-vous, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous permettre de comprendre ce que les journaux télévisés du soir ne vous montreront pas. Pour comprendre la séquence d'aujourd'hui, il faut remonter à la mécanique profonde de cette guerre. 3 acteurs, 3 objectifs, 3 horloges qui tournent à des vitesses différentes. Et personne ne regarde la 4e horloge, celle qui compte vraiment. L'Iran a lancé un ultimatum. Toute paix excluant le Liban est une capitulation. Le Parlement iranien signale une riposte imminente si les frappes se poursuivent. Ce n'est pas une déclaration rhétorique. C'est un ultimatum formulé publiquement devant le speaker du Parlement libanais. De son côté, Trump a un problème politique qui n'a rien de diplomatique. Il a libéré 58 millions de barils de pétrole des réserves stratégiques américaines, soit 14% du stock d'urgence du pays, pour tenter d'amortir l'impact de la fermeture d'Ormuz sur les consommateurs américains. Le prix du carburant a baissé de plus de 20 cents en une semaine, la plus forte chute depuis la crise financière de 2008. Ce n'est pas une victoire. C'est une hémorragie de réserves stratégiques conçue pour les guerres, pas pour compenser les erreurs de calcul diplomatiques. Et pendant ce temps, l'appel téléphonique avec Netanyahou s'est passé dans des conditions que ses propres conseillers qualifient de « chauffées ». Trump a utilisé des termes peu diplomatiques pour exprimer sa désapprobation des plans israéliens sur Beyrouth. Ce n'est pas un détail. C'est la fracture la plus visible depuis le début de la guerre entre les 2 alliés qui ont lancé cette opération ensemble. Regardons maintenant ce qui se passe concrètement dans le détroit d'Ormuz, parce que c'est là que la réalité économique est la plus cruelle. 24 bateaux ont traversé le détroit dans les dernières 24 heures, selon les gardiens de la révolution iraniens eux-mêmes. Pour comparaison, avant la guerre, plus de 20 pétroliers par jour transportaient à eux seuls 20% du pétrole mondial par ce même couloir. Le trafic reste donc dramatiquement inférieur à son niveau normal, et l'accord qui était censé rouvrir progressivement le détroit dans le cadre du mémorandum n'a pas été signé, ni par Trump qui dit qu'il lui manque encore quelques points avant de paraffer, ni par l'Iran qui vient de suspendre les échanges avec les médiateurs. Le sultan Al-Jaber, ministre émirati et directeur général d'ADNOC, a confirmé publiquement ce que certains niaient encore il y a quelques jours. Le détroit reste fermé. Maintenant, posons la question que tout le monde évite. Pourquoi Netanyahou a-t-il décidé de frapper précisément maintenant au Liban, exactement au moment où les négociations avec l'Iran atteignaient leur phase la plus délicate? La réponse est aussi inconfortable qu'elle est documentée. Netanyahou a une élection qui approche en Israël, et il n'a aucune victoire décisive à présenter à ses électeurs. Pas en Iran, où le régime a survécu et nommé un successeur encore plus dur que Khamenei, pas à Gaza, dont la situation humanitaire est devenue une catastrophe internationale. Pas au Liban, où les drones à fibre optique du Hezbollah continuent de tuer des soldats israéliens malgré des années d'opérations militaires. Dans ce contexte, maintenir la pression sur Beyrouth lui permet de montrer une action, une détermination, quelque chose. Même si cette action sabote précisément la négociation que son allié américain cherche à conclure pour sortir d'une guerre qui coûte des dizaines de milliards de dollars et vide les réserves stratégiques américaines. Ce paradoxe révèle quelque chose que les analystes géopolitiques n'osent pas dire assez clairement. Trump et Netanyahou ne sont pas en train de mener la même guerre,
vers le même objectif. Trump veut un accord, n'importe lequel, qui lui permette d'annoncer une victoire diplomatique, de rouvrir le détroit, de faire baisser les prix du carburant avant les élections de mi-mandat et de se présenter en négociateur qui a réussi là où tous les autres ont échoué. Netanyahou veut continuer à opérer, à maintenir la pression militaire sur l'Iran et sur le Hezbollah et à s'assurer qu'aucun accord ne laisse les capacités iraniennes intactes. Ces deux objectifs, dans les conditions actuelles, sont mutuellement exclusifs. Vous ne pouvez pas signer un accord de paix avec l'Iran pendant que votre allié frappe Beyrouth le même jour. Trump a dit qu'il avait convaincu Netanyahou d'annuler les frappes sur Beyrouth. Netanyahou a immédiatement publié que Israël continuerait ses opérations dans le sud du Liban. Le ministre de la Défense israélien Israel Katz a été encore plus direct. Les opérations militaires au Liban se poursuivront dans toutes les circonstances. L'armée étudie même la possibilité d'élargir les opérations en fonction de l'évolution de la situation. Ce n'est pas Netanyahou qui désobéit à Trump, c'est Netanyahou qui expose publiquement les limites du pouvoir de Trump sur son propre allié. Et c'est une information stratégique d'une importance capitale pour l'Iran, pour le Hezbollah, pour la Russie, pour la Chine et pour chacun des pays du Golfe qui calculent actuellement si la protection américaine est encore une garantie valable. Voilà où nous en sommes. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Les réserves stratégiques américaines s'épuisent à un rythme sans précédent en temps de paix. L'Iran a suspendu les négociations. Netanyahou dit une chose à Trump en privé et fait l'inverse en public. Trump annonce des victoires qui n'existent pas encore, et entre ces quatre vérités simultanées, les marchés mondiaux, les consommateurs de carburant, les économies du Golfe et la stabilité de toute une région attendent de savoir qui va clignoter en premier. 3 chemins se dessinent à partir de ce moment précis. Le premier est celui de la désescalade forcée par l'économie. Trump, sous pression croissante des marchés et de son propre parti à l'approche des élections de mi-mandat, contraint réellement Netanyahou à stopper les opérations au Liban. L'Iran reprend les négociations, le détroit s'ouvre partiellement, un accord minimaliste est signé, chacun annonce une victoire, et dans 12 mois, on reposera exactement les mêmes questions sur l'uranium iranien, sur le Hezbollah, sur la dissuasion régionale. Le problème structurel n'aura pas disparu, il aura été repoussé. Le deuxième chemin est celui de l'escalade par accident. Les frappes israéliennes dans le sud du Liban tuent assez de civils ou atteignent une cible assez symbolique pour que l'Iran abandonne le cessez-le-feu et reprenne les attaques. Le détroit se referme totalement. Trump est mis devant un choix impossible. Escalader militairement à nouveau ou accepter une humiliation publique. Et la quatrième horloge, celle que personne ne regarde, sonne. Parce que les États-Unis ont libéré 14% de leurs réserves stratégiques. Ils ne peuvent pas soutenir un conflit de l'intensité de celui de février pendant plus d'une semaine avant d'épuiser leur stock de munitions de longue portée. Ce n'est pas une analyse spéculative, c'est ce que les propres évaluations du Pentagone ont conclu. Le troisième chemin est le plus lent et le plus dangereux de tous. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'escalade massive. Il y a une guerre d'usure diplomatique et économique. Le détroit reste partiellement ouvert, partiellement fermé selon les humeurs et les incidents du jour. Les prix du pétrole restent élevés, mais pas catastrophiques. Et pendant ce temps, semaine après semaine, l'Iran, enrichi de l'uranium à 60%, consolide son nouveau guide suprême et attend. Parce que l'Iran a prouvé quelque chose que le monde entier a vu et que personne ne peut effacer. Il a tenu 3 mois face à la première puissance militaire mondiale. Et le régime est plus solide aujourd'hui qu'il ne l'était le 27 février 2026. Ce que la journée du 2 juin 2026 révèle en définitive, c'est que cette guerre a désormais 3 fins possibles et aucune trajectoire claire vers l'une d'elles. Ce qui est certain, c'est que chaque jour supplémentaire de fermeture d'Ormuz, chaque baril de réserve stratégique américaine consommé, chaque soldat israélien tué par un drone à fibre optique dans le sud du Liban, et chaque déclaration contradictoire entre Trump et Netanyahou renforce la position de négociation iranienne, non par la force, mais par la résistance. Et la résistance dans cette guerre est la forme de puissance la plus redoutable qui soit. Maintenant, à vous. L'Iran va-t-il reprendre les négociations ou tenir sa suspension jusqu'à ce que les frappes sur le Liban cessent réellement ? Trump peut-il vraiment forcer Netanyahou à s'arrêter ou vient-on de voir les limites réelles de son autorité sur son allié ?
Et si le détroit d'Ormuz ne rouvre pas dans les prochains jours, quel pays va craquer en premier économiquement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce travail d'analyse, likez, activez la cloche, partagez cette vidéo et abonnez-vous au Jeu des Empires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.